En guise d'introduction, le tabagisme, ça a été donc dit, donc c'est une addiction, et qui dit addiction, donc c'est une maladie chronique. Donc ça c'est très important. Une maladie chronique, c'est-à-dire c'est une maladie qui évolue par poussée et rémission. Et ça a été déjà dit que c'est avec ces malades, on doit être patient. Il y a le risque donc de rechute, et chaque fois donc on doit faire un travail avec le patient. Donc le traitement de substitution nicotinique, c'est le traitement pharmacologique recommandé en première intention donc dans les guidelines internationales, parce qu'il augmente les chances de réussite de 50 à 70%, et aussi parce que uniquement 5% des patients peuvent réussir le sevrage seul, c'est-à-dire sans aide médicale. Donc les traitements de substitution nicotinique, donc ils sont, je pense, faits pour nous faciliter la tâche, parce qu'ils sont autorisés donc à partir de 12 ans, à part donc le bupropion et la varenicline, on va revenir sur ça. Ils sont autorisés également chez la femme enceinte et allaitante, et ils sont autorisés donc pour les patients qui souffrent de maladies psychiatriques graves ou qui souffrent de maladies somatiques graves, quel que soit donc cancer, BBCO, des artériopathies. Donc là, c'est juste c'est très important de se familiariser avec ces thérapies. Ils nous aident énormément, et je pense que tout soignant peut les pratiquer parce qu'ils sont faciles à manipuler. Donc l'intérêt de sevrage de traitement et l'intérêt des traitements de substitution, c'est soulager les symptômes de sevrage de la nicotine. Et aussi donc l'intérêt, c'est d'éviter la toxicité des cigarettes en apportant donc la nicotine de façon quotidienne sous une forme différente du tabac. Parce qu'on va voir qu'il y a une différence de cinétique entre la nicotine, plasmatique de nicotine, entre la tabac fumée et les patchs nicotiniques. Le risque de dépendance au traitement de substitution nicotinique est très faible. Pourquoi ? Voire nul. Parce que, effectivement, l'absorption de la nicotine des traitements de substitution nicotinique est beaucoup plus lente que celle de la nicotine donc, dans la tabac fumé. Et ce schéma donc, montre très bien que ici, donc, lorsqu'on consomme une cigarette, on aura une concentration de nicotine dans le sang qui va être élevée sur une courte durée, ce qu'on appelle les chutes de nicotine. On aura de la nicotine rapidement dans le sang, ce qui va avoir donc, une augmentation rapide de la dopamine qui va suivre, et cette sensation de gratifiante. Mais il y aura aussi une chute rapide. Lorsqu'il y a une chute de nicotine qui est rapide, on aura des sensations de manque. C'est ce qui va faire que je vais allumer une deuxième cigarette. Peut-être dans une demi-heure, dans 1 heure, dans 2 heures, ça dépend de chacun. Donc là, c'est la cinétique de la nicotine fumée dans les cigarettes. Alors que en rouge, la ligne en rouge, c'est les patchs nicotiniques qui libèrent de la nicotine de façon constante sur toute la journée, mais aussi d'une concentration inférieure à celle donnée par les cigarettes. C'est ce qui va vraiment diminuer le risque de devenir dépendant. Et là, ça va nous aider à comprendre donc toujours dans la cinétique de cigarettes. Donc vous voyez donc la différence entre les cigarettes fumées en ce qui concerne la teneur plasmatique en nicotine. Et vous voyez que le produit le plus proche de la nicotine fumée, c'est le spray nasal. Donc les traitements de substitution nicotinique donc de courte durée, notamment spray nasal, gomme à mâcher et les autres, donc ils nous aident pour traiter, pour avoir donc pour gérer plutôt l'envie de fumer de façon ponctuelle. Alors que les patchs nicotiniques, ils vont livrer de la nicotine donc sur toute la journée. Donc les objectifs de traitement de substitution nicotinique, c'est faciliter la transition du tabagisme vers l'abstinence totale. Mais il y a des situations où on peut avoir recours à ce traitement, pas uniquement pour avoir une abstinence totale. Parfois donc des sevrages pendant une période temporaire d'abstinence forcée,
Par exemple, imaginons un patient, un grand fumeur hospitalisé en traumatologie pour une fracture de fémur, il va trouver donc des difficultés pour avoir des cigarettes, il se peut qu'il présente des symptômes de sevrage, et dans ce cas, on peut mettre de façon ponctuelle les traitements de substitution nicotinique pour le gérer. Même pour, par exemple, pour les grands fumeurs en vol, qui n'ont pas donc les vols donc de longue durée, on peut mettre ça, même pour certains, peut-être certains patients hospitalisés en réanimation et qui font des agitations inexpliquées. Il y a donc, je pense, le rôle de traitement de substitution nicotinique. Il y a aussi donc le rôle dans la prévention de la rechute. C'est-à-dire que même si le patient rechute, on a toujours l'intérêt de reprendre la thérapie de substitution nicotinique. Et aussi, on peut traiter l'addiction au dispositif de vapotage électronique par les traitements de substitution nicotinique. Même pour les gens qui consomment parce qu'ils sont addictogènes aussi. Et dans ce cas, on peut leur proposer les traitements de substitution nicotinique. Maintenant, quels sont les types de ces traitements? Donc, nous avons deux grands types. Donc, des médicaments on peut dire de longue action et des médicaments de courte action. En ce qui concerne les traitements de substitution nicotinique à action prolongée, donc nous avons trois médicaments qui sont approuvés par la FDA, qui sont les patchs transdermiques, la varenicline et le bupropion. Donc en ce qui concerne donc les traitements à action rapide, donc vous avez donc différentes formes qui va être utilisée selon la demande, selon le choix du patient. Nous avons des pastilles, des gommes à mâcher, des comprimés sublinguaux, des inhaleurs, des sprays. Donc, nous avons des traitements à action prolongée. On peut dire que c'est le traitement de fond du sevrage tabagique et les traitements de substitution nicotinique à action rapide pour gérer les envies. Parce que il se peut que si je consomme un paquet de cigarettes par jour, je vais mettre le patch nicotinique de 21 mg toute la journée, mais il se peut que je pique des moments de craving et d'envie. Et dans ce cas, on va dire au patient, ou bien à la personne fumeur, de prendre des chewing-gums, des pastilles, des comprimés sublinguaux au moment de besoin. Il faut savoir aussi que les guidelines, ils préconisent, et c'est très très important, l'association, la combinaison des traitements de substitution nicotinique, c'est-à-dire associer les patchs nicotiniques à la varenicline et aussi associer les patchs nicotiniques au bupropion, en plus des traitements de substitution nicotinique de courte action. Donc là, la plupart des études ils sont en faveur que les taux de réussite avec le traitement combiné sont beaucoup plus importants que la monothérapie seule. Donc maintenant, parlons un peu et rapidement des patchs transdermiques. Donc nous avons plusieurs formes, plusieurs dosages. Donc les plus connus et les plus faciles à gérer, donc c'est les trois formes, donc de 7 mg par 24 heures, 14 mg par 24 heures et 21 mg par 24 heures. Il y a aussi d'autres formes. Il y a plusieurs noms, nicotiné, nicopatch, nicoderme, nicorette, énormément de noms commerciaux. Et il faut retenir, comme ça a été déjà dit, parce que c'est une règle, c'est qu'une cigarette c'est l'équivalent d'un milligramme de nicotine en moyenne. Donc là, c'est une règle avec laquelle on va gérer donc le traitement. Donc lorsqu'un patient fume moins de 10 cigarettes par jour, donc on va le mettre sur patch transdermique de 7 mg par jour pendant 6 semaines. S'il consomme entre 10 et 20 cigarettes par jour, donc on va commencer par les patchs de 14 mg par jour pendant 6 semaines et par la suite on va diminuer au patch de 7 mg par jour pendant 4 semaines. Si le patient consomme plus de 20 cigarettes par jour, donc là on va le mettre sur patch transdermique de 21 mg par jour pendant 6 semaines. Par la suite, on va le mettre sur patch de 14 et ensuite le patch de 7 mg. La même chose, plus de 30 cigarettes par jour. Donc, c'est l'association de deux patchs
patch de 21 mg et le patch de 7. Et lorsqu'il consomme plus de 40 cigarettes par jour, on peut associer 2 patchs nicotiniques de 21 mg. En ce qui concerne donc les effets indésirables, ils sont vraiment anodins. Donc on peut avoir donc une certaine réaction allergique au niveau, au siège donc de patch. On peut avoir des nausées, surtout lorsque le patient consomme aussi donc des cigarettes, et on peut avoir donc un sommeil perturbé qui peut être lié aux symptômes de sevrage et non pas obligatoirement au patch nicotinique. D'accord, donc maintenant, concernant les TNS à action rapide, donc on a évoqué donc les différentes formes. Et là, donc je vais vous parler donc de l'association. Toujours, on peut associer donc un patch soit avec un chewing-gum, une gomme à mâcher, soit avec une pastille, soit avec un inhaleur. Et c'est à vous donc de choisir. Maintenant, le message que je voulais vous transmettre et qui normalement doit être retenu, d'accord, c'est que ces patchs, ils sont mis, donc c'est ce que je dis, pour qu'ils soient utilisés par tout le monde, d'accord. Ils sont autorisés à partir de 2 ans, ils sont autorisés chez la femme enceinte et allaitante, pas de problème. Pas de contre-indication chez les patients sous psychotropes, et ça c'est très très important pour nous, pour les psychiatres. Il faut qu'il n'y ait pas de souci lorsqu'on va les associer avec les autres, les psychotropes. Pas ou peu d'addiction, et ils peuvent être combinés. Donc je dirais qu'ils doivent être combinés. Ils doivent normalement être combinés pour optimiser les chances de réussite avec des effets indésirables qui sont très minimes. Donc l'exemple d'une ordonnance type pour quelqu'un qui consomme un paquet par jour, on va le mettre sous patch de 21 mg pendant 6 semaines, ensuite 14 mg 2 semaines et un patch de 7 mg pendant 2 semaines. On peut associer des gommes à mâcher par exemple de 2 mg, une pièce en cas d'envie de fumer. Les guidelines recommandent jusqu'à 20 pièces par jour. D'accord. Et la différence entre 2 et 4 mg, que ce soit dans les pastilles ou dans les gommes à mâcher, c'est que 4 mg, c'est pour les grands fumeurs. 4 mg, c'est pour les grands fumeurs, c'est-à-dire qui fument dans les 30 minutes donc après le réveil, et 2 mg, c'est les fumeurs moyens. Donc, qu'en est-il maintenant de Varenicline? Varenicline, il n'est pas actuellement disponible. Il est retiré, disons, on peut dire, du marché, mais il est surtout rappelé. Donc, le laboratoire Pfizer a rappelé la Varenicline car il dépassait les limites d'absorption acceptables d'une impureté de nitrosamine. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il soit de retour. Il est très important, il est très efficace. C'est le seul médicament agoniste partiel sélectif des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Donc il agit au niveau des récepteurs nicotiniques, il imite l'action de la nicotine et provoque une libération prolongée de dopamine dans la voie mésolimbique. C'est-à-dire il facilite la transition entre le tabac et le sevrage. Il bloque également la libération de dopamine résultant d'une prise ultérieure de nicotine. C'est très important parce que dans ce cas, le malade il va trouver que la cigarette devienne non gratifiante. Parce que la cigarette, dans ce cas, lorsqu'on va l'associer avec la varenicline, il ne va pas faire son travail, il ne va pas stimuler les récepteurs de la nicotine et du coup, il n'y aura pas de dopamine, il n'y aura pas de bénéfice. Donc la varenicline, par contre, elle est indiquée chez les fumeurs de plus de 18 ans, les traitements de substitution nicotine dont on a parlé. Il faut éviter chez la femme enceinte et allaitante. Concernant l'efficacité clinique de la varenicline, donc une revue Cochrane de 2023 a trouvé des données probantes de haute certitude indiquant que la varenicline est plus efficace que le placebo, plus efficace que le bupropion, plus efficace que les traitements de substitution nicotinique en monothérapie et plus efficace que les traitements de substitution nicotinique combinés. Ensuite, elle est plus efficace aussi, ça je le souligne donc en rouge, chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires, de bronchopneumopathie chronique obstructive, des troubles mentaux graves et de dépression.
Il multiplie donc les chances d'arrêter de fumer donc par 4 à 5 par rapport au placebo chez les patients qui ont une pathologie mentale grave. Donc là, c'est le schéma. Donc il y a donc des boîtes qui sont faites pour faciliter donc la prescription. Vous voyez que il faut fixer une date avec le patient, c'est-à-dire un patient qui va peut-être choisir une date pour arrêter de fumer donc, et débuter son traitement 2 semaines avant cette date. Selon le schéma donc suivant, il va prendre un comprimé de 0,5 mg par jour pendant 3 jours. Par la suite, un comprimé de 0,5 mg 2 fois par jour pendant 4 jours. Et ensuite, il va prendre un comprimé de 1 mg de varenicline 2 fois par jour pendant 12 semaines. Voilà. Donc la durée totale de traitement, si le patient répond bien aux médicaments, on va ajouter 12 autres semaines de consolidation concernant la varenicline. Donc les effets indésirables fréquents sont les nausées, les rêves étranges, des troubles du sommeil, des maux de tête. Aucune interaction pharmacologique connue avec les médicaments psychotropes, ça c'est très important. Et la varenicline n'augmente pas significativement le risque d'effets indésirables neuropsychiatriques, parce que peut-être on a eu donc des idées à ce que la varenicline peut augmenter donc les idées suicidaires et tout ça, mais apparemment d'après donc les guidelines donc de Moseley donc de 2025, donc il n'augmente pas significativement, donc pas de problème dans ce sens. Le troisième médicament, c'est le bupropion. C'est un antidépresseur aux actions dopaminergiques et adrénergiques. Il est aussi un antagoniste du récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Il est aussi indiqué chez les fumeurs de plus de 18 ans. Donc, concernant l'efficacité, il est moins efficace que la varenicline. Il est plus efficace que le placebo, avec une efficacité similaire à celle d'un traitement de substitution nicotinique en monothérapie. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis en deuxième position. Donc il est en dessous de la varenicline en ce qui concerne l'efficacité. Il a multiplié les chances d'arrêt par 3 à 4 chez les patients souffrant de troubles mentaux graves. Concernant le schéma thérapeutique, on peut commencer par un comprimé de 150 mg par jour pendant 6 jours et à partir du 7e jour, on peut doubler la dose. Il y a des effets secondaires et des contre-indications sur lesquels donc, il faut faire attention, notamment chez les patients épileptiques. Le bupropion est contre-indiqué parce qu'il abaisse le seuil épileptogène. C'est ce qui va donc aggraver davantage les crises convulsives. Il faut l'éviter également chez les patients atteints de troubles de comportement alimentaire et chez les patients dépendants à l'alcool. Il y a un risque, quoique minime, de transition maniaque, ou ce que nous appelons, nous, le risque de virage maniaque. Les effets indésirables fréquents, c'est des étourdissements, modifications de goût, des troubles gastro-intestinaux et de l'insomnie.